Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, à la une, tenue à Conakry des travaux de la deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État. L'Union européenne accompagne le projet avec un financement de 2,7 millions d'euros. Secteur minier, c'est parti pour le projet de prospection des métaux précieux par les méthodes géophysiques. Il s'agit de faire des recherches de nouveaux indices de gisement aurifères dans le pays, précisément à Sigiri. Santé publique, bientôt des équipements pour les laboratoires d'analyse biomédicale du pays. Les échantillons de ces appareils sont présentés au cadre du ministère pour se rassurer de leur qualité avant l'acheminement dans les structures sanitaires. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, était ce matin à Koléa dans la famille Ba. Le président de la République est allé présenter ses condoléances à cette famille suite au décès de Ibrahima Soriba, capitaine à la retraite de l'armée guinéenne. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Ibrahima Soriba, ce capitaine de l'armée guinéenne à la retraite, a tiré sa révérence à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne ce jeudi 22 novembre 2018. Le président de la République, informé, arrive à la maison mortuaire au quartier Koléa en compagnie de plusieurs personnalités pour présenter à la famille éplorée ses condoléances les plus attristées. Une famille qui s'est fortement réjouie de ce déplacement qu'a effectué le président de la République, professeur Alpha Condé, pour non seulement compatir avec la famille Ba les douleurs qui l'affligent, mais aussi et surtout exprimer sa solidarité et sceller davantage ses relations personnelles avec son ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, Ba Ousmane, frère cadet de feu Ibrahima Soriba. Des prières ont été formulées pour que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accorde son paradis à feu Ibrahima Soriba, décédé à l'âge de 71 ans à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne des suites de maladie. Sages et imams ont aussi, tour à tour, formulé des prières et bénédictions en faveur du chef de l'État pour que Dieu l'assiste dans toutes ses ambitions de développement socio-économique et politique de la Guinée. Feu Ibrahima Soriba a été inhumé ce vendredi 23 novembre 2018 au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures. Il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Et puis en bref et en image, le président de la République était également ce soir au port autonome de Conakry. Professeur Alpha Condé était venu assister au débarquement de la première cargaison d'équipements de raffinerie d'huile d'arachide, d'olive, de palme et autres catégories. Cette usine de la société Siao Guinée sera installée à Conakry au quartier Corentin. Le coût est estimé à plus de 25 millions de dollars. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est fortement réjoui de cette infrastructure industrielle qui viendra à coup sûr créer de nombreux emplois. Direction le Kakandé, le chef de l'État a inauguré hier le centre de contrôle opérationnel de la société minière de Boké à Kamsar. La sécurisation des bateaux et la prévention des accidents en mer sont les principaux objectifs de ce centre. Kerno Ousmane Diallo revient sur l'importance de l'infrastructure civile. Comme une tour de contrôle, ce centre va jouer un rôle important dans le transport de la bauxite. Le bâtiment R+6 situé dans le quartier Kambalantan dans la ville de Kamsar va abriter les services techniques de la SMB en charge du mouvement de ces barges, des remorqueurs et des navires. Une avancée dans le développement du projet devenu aujourd'hui l'un des plus importants dans le secteur en Guinée. De quoi améliorer la sécurité en mer. Ça, c'est le centre le plus moderne en Guinée sur l'opération maritime et on espère que l'établissement de ce travaux peut améliorer le système d'opération maritime en Guinée et aussi aider à Guinée de moderniser dans cette industrie. Avec 30 millions de tonnes de bauxite exportées en 2017, l'exploit réalisé par la SMB a permis de classer la Guinée dans le top 3 des pays producteurs de cette matière première. À présent, le pays veut passer à l'autre étape, celle de la transformation pour créer plus d'emplois et plus de revenus.
Nous saluons beaucoup tout ce qui est déjà fait et grâce à l'esprit d'ouverture de notre cher président le président Alpha Condé, avec lequel depuis son premier mandat et son second mandat, nous ne faisons que voir des gros investissements pour toute la Guinée et pour Bokeh précisément, qui a même été érigé par un décret en zone spéciale économique. Donc pour nous, en tant que fils de Bokeh, donc député de la République et maire élu de Bokeh, c'est pour nous une fierté, des sentiments de satisfaction. Et nous souhaitons bien que cela continue. Outre son utilité dans la gestion des bateaux miniers en mer, ce centre de contrôle va contribuer à la formation des Guinéens désireux d'évoluer dans ce secteur d'activité aux côtés de formateurs chinois et indonésiens entre autres. Restons dans le secteur minier pour parler du lancement officiel du projet de prospection des métaux précieux par les méthodes géophysiques. Un projet qui vise à amorcer les recherches de nouveaux indices et gisements aurifères et argentifères dans le pays. C'est pour permettre à l'État d'augmenter son taux de participation dans l'exploitation minière. Reportage signé Valérie Talimane. La Guinée se démarque des autres pays de la sous-région par son potentiel minier, notamment la bauxite, principale ressource exploitée depuis plus d'un demi-siècle. Le pays opte désormais pour la valorisation de ces métaux précieux, notamment l'or et l'argent. Pour la mise en œuvre de cette ambition, le ministère des Mines et de la Géologie lance un projet de levée géophysique. Il concerne le bassin de Siguiri et couvre environ 500 km². C'est donc un projet pilote à ce stade pour cette première phase-là, qui porte sur la recherche géophysique sur une superficie de 500 km² pour obtenir des données géophysiques à l'échelle 1/25 millième. Et cela nous donne plus de précision et en améliorant la précision, cela nous permet de mieux cibler les zones de développement minier et bien sûr cela permettra aux partenaires privés de pouvoir d'accélérer leur projet minier dans la zone dite birimienne. Entièrement financé par l'État guinéen à hauteur de 900 000 $ pour l'acquisition des équipements, l'assistance technique, la prise en charge des missions techniques et le traitement des données. Ce projet pilote s'étend sur une période de 16 mois et sera mené uniquement par les cadres du département des mines. La première méthode, c'est de découvrir d'abord toutes les anomalies à travers la susceptibilité magnétique, donc c'est le MAC. Et deuxièmement, par sa chargeabilité et par sa résistivité, en injectant le courant, le PP va nous indiquer avec plus de précision comment se comporte l'élément minéralier. Donc on aura en 3 dimensions les possibilités de détecter et de, si vous voulez, de cibler la zone aurifère ou argentifère. Le dernier projet de recherche géophysique réalisé avec l'appui de la Banque mondiale remonte à 1998, alors que l'État guinéen n'a pas réalisé de recherche géophysique interne depuis 40 ans. La mise à disposition de cette infrastructure constitue une base indispensable d'information et d'attractivité minière dans notre pays. Dans l'actualité économique, les perspectives économiques sont encourageantes en Afrique subsaharienne. C'est du moins ce qui ressort du rapport portant sur les perspectives économiques dans cette partie de l'Afrique. Le document met en exergue le flux de capitaux et l'avenir de l'emploi. Mamadi Gassama, Mohamed De Camara, reportage. Ce document annuel sur les perspectives macroéconomiques de l'Afrique subsaharienne s'articule autour des notions comme la croissance économique en Afrique, le flux de capitaux vers l'Afrique subsaharienne et l'avenir de l'emploi dans cette zone. Ce rapport de 2018 du FMI indique que les résultats macroéconomiques sont encourageants. Cela s'explique par le maintien d'une croissance de l'économie mondiale, l'augmentation des prix des produits de base et des conditions financières extérieures. Il y a le potentiel de croissance dans l'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi des défis qui doivent être considérés, comme par exemple le problème de changement dans le marché international, par exemple le taux d'intérêt dans les pays développés, le problème des prix des matières premières et bien sûr le problème des échanges aussi. L'autre, c'est qu'il y a quelques bonnes évolutions dans le secteur budgétaire dans les pays de l'Afrique subsaharienne, mais aussi il a le besoin d'avoir de mobilisation de recettes pour
pour payer pour les infrastructures qui sont nécessaires pour le développement. Et le troisième, c'est de faire attention sur le développement récent, le problème de l'évolution sur l'automation, sur le problème de numérique qui va affecter l'évolution de marché de travail dans les économies de l'Afrique subsaharienne et en particulier la jeunesse. Cette étude du FMI relève aussi que le secteur financier reste très vulnérable et les rentrées des capitaux sont vigoureuses au premier semestre 2018, un rapport que partagent les autorités guinéennes. Quand on a mis en œuvre un certain nombre de réformes et de mesures, qu'on s'assoit et qu'on se pose la question, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? Le rapport nous montre que nous allons dans le bon sens. Nous partageons l'essentiel des conclusions qui sont contenues dans le rapport, c'est-à-dire accentuer l'efficience des dépenses publiques afin notamment de diminuer les subventions improductives, mobiliser davantage de recettes. C'est pour nous aujourd'hui de garantir l'avenir des générations futures en leur laissant des dettes soutenables et que la croissance économique pourrait rembourser. Dans ce document, le FMI recommande aux pays subsahariens le renforcement de la résilience et la facilitation de la réaffectation de la main-d'œuvre vers les acteurs les plus productifs afin de rehausser rapidement les revenus. Et ce chiffre du jour, 2,7 millions d'euros, c'est le montant injecté par l'Union européenne dans la réalisation du projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État. À propos, Conakry a abrité hier les travaux de la deuxième session du comité de pilotage de ce projet qui s'étend sur une durée de 3 ans. C'est un reportage de Maïmouna Bella Diallo rendu par Mohamed Alpha Baldé. Cette rencontre de Conakry vise à aider l'État guinéen à obtenir des services statistiques fiables. Pour matérialiser le programme, l'Union européenne finance le projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État en abrégé PARS à hauteur de 2,7 millions d'euros. La durée de sa mise en œuvre est de 3 ans. Le ministère du Plan, sous la coordination de l'Institut national de la statistique, INS, en est le maître d'œuvre. Parmi les 8 départements clés qui sont appuyés par le projet, nous avons noté un progrès important au niveau de certaines. Et d'autres, on a encore des difficultés pour appuyer leur système statistique national. Ces difficultés se traduisent plus généralement par manque de disponibilité du personnel statistique dans ces départements. Nous, comme partenaires techniques et financiers, on peut seulement appuyer la politique de l'État. Donc pour ça, c'est très important aussi que l'État aussi met de son côté et appuie aussi la statistique ici en Guinée. Je parle du budget, certainement, mais je parle aussi de mettre en place des ressources humaines, du matériel de fonctionnement pour que tout le monde a les outils pour travailler. Le comité de pilotage du projet PARSA est à sa deuxième session ordinaire de l'année 2018. Lors de sa rencontre, le gouvernement s'est félicité des résultats déjà obtenus par ce comité. Ce sont les structures productrices de statistiques qui sont concernées par le programme. Quelques résultats très concrets ont été obtenus par le système statistique national avec l'appui du projet. Je peux citer la tenue de la première session du Conseil national de la statistique le 10 août, la création de la filière de formation de cadres moyens de la statistique au sein de l'École nationale d'administration, la collecte de données au niveau national pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et le ministère de la sécurité et de la protection civile. Les objectifs spécifiques du projet consistent à renforcer le dispositif institutionnel de l'INS et à développer en quantité et en qualité la production de statistiques de routine administrative en vue de mieux orienter les décisions politiques. En séjour de travail dans la région forestière, le ministre de la Santé a procédé à la remise officielle des équipements sanitaires à l'hôpital régional de Nzérékoré. L'occasion est également mise à profit pour interpeller le corps médical au respect de la déontologie. Hadiatou Bari, Mohamed Mpati Kamara, depuis la capitale forestière.
Zérékoré abrite l'hôpital régional, le seul qui dispose d'un service de néonatologie à l'intérieur du pays. Une particularité qui contribue à réduire le taux de mortalité néonatale à travers la prise en charge des nouveau-nés avec complications venant des 6 préfectures de la région. Un acquis renforcé par ses appareils médicaux, dont le céléoscope pour la chirurgie abdominale. Céloscopie, c'est une machine pour intervenir sans ouvrir le ventre du malade. Par un simple petit trou avec les sondes. Donc ça nous permet d'opérer dans des conditions optimum et de sécurité. Donc nous sommes très contents. L'installation du céléoscope dans les hôpitaux est une première en Guinée. Cet appareil médical moderne et tous les autres sont acheminés dans la région forestière par la pharmacie centrale de Guinée. Donc nous avons ici des matériels de conservation, nous avons les logistiques qui sont adaptés vraiment à distribuer ces médicaments sans problème. Donc on distribue les médicaments jusqu'au niveau des centres de santé. Face au personnel soignant, les mauvaises habitudes liées à la disparition de certains kits sanitaires offerts et la prestation de soins sont dénoncées par le ministre de la Santé. Beaucoup se permettent de faire des ordonnances. Mais la suite, on dit aux malades, ah, les médicaments là sont dans mon sac, ce n'est pas normal. Au point où le malade doute de la qualité, l'adéquation de l'ordonnance qui a été faite. Il dit, ce n'est pas une bonne ordonnance, c'était pour me vendre ces médicaments. Il faut abandonner cette habitude. Établissement hospitalier de référence dans la région de Zérékoré, cet hôpital s'investit aussi dans la transfusion sanguine. Pour les 6 derniers mois, 1549 patients ont été transfusés. Avec tout ce paquet d'activités, les autorités sanitaires envisagent de faire de l'hôpital régional un CHU, centre hospitalo-universitaire. La réalisation du nouvel édifice est estimée à 17 millions de dollars. Justement, en parlant d'équipement, le ministère de la Santé entend également donner un nouveau souffle aux laboratoires d'analyse biomédicale à travers l'achat de nouveaux matériels médicaux. Mais bien avant, les échantillons de ces appareils sont présentés aux professionnels du secteur. L'exercice consiste à rassurer de la bonne qualité de ces équipements avant leur acheminement dans les structures sanitaires du pays. Compte rendu, ça à Maratolno. Des automates et semi-automates de biochimie, d'hématologie avec passeurs, des analyseurs d'urine, voici les types d'appareils que le ministère de la Santé compte se doter. Des matériels de haute définition pour des analyses biomédicales. Avant l'achat et l'acheminement de ces équipements dans les différents laboratoires du pays, les techniciens expliquent au cadre du département leurs caractéristiques et fonctionnalités. Ce sont des appareils de diagnostic globaux qu'on appelle des automates. Donc c'est des machines qui sont utilisées dans les laboratoires de biologie médicale. Donc, notre objectif est triple, comme je l'ai dit lors de mon discours. C'est d'abord mettre à la disposition des laboratoires en Guinée, des hôpitaux en Guinée, des produits de haute gamme, répondant à des normes les plus rigoureuses possibles. Je veux parler des normes européennes, américaines ou asiatiques. La présentation du matériel aux techniciens de la santé est désormais une des exigences du ministère de la Santé à ses fournisseurs. À ce principe s'ajoute celui de la maintenance et de la formation des utilisateurs. C'est des produits qui de qualité ont été présentés. Il reste maintenant tous les engagements pris de la part de ce fournisseur. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la disponibilité de tout ce qui va être mis en place, la régularité dans surtout le système de maintenance, parce que ça ne sert à rien d'acheter un équipement que l'on ne peut pas maintenir. Pour améliorer la qualité des soins, les autorités en charge de la santé ont mis des analyses biomédicales au cœur de leurs priorités. Pour atteindre cet objectif, une cartographie de l'ensemble des laboratoires du pays a été faite il y a quelques jours. L'étude a permis de diagnostiquer les faiblesses des structures sanitaires en matière de diagnostic.
Toujours dans l'actualité sanitaire, les professionnels de la santé maternelle de la sous-région se retrouvent à Conakry. Ils réfléchissent sur les méthodes de lutte contre les mutilations génitales féminines. L'événement est organisé par la Société guinéenne de la gynécologie obstétricale. Aboubakar Gabi, compte rendu. En Guinée, la plupart des femmes continuent à subir les mutilations génitales, malgré l'interdiction de cette pratique par la loi depuis 2010. Pour protéger la santé de la femme, la Société guinéenne de gynécologie obstétrique réunit les professionnels de la santé. Objectif, augmenter les connaissances et les compétences de ces sages-femmes et sexologues dans la gestion des problèmes de santé liés à ce phénomène. Les mutilations génitales féminines sont un problème de santé publique en Afrique. Parce que c'est en Afrique où on retrouve pratiquement la quasi-totalité des pays qui ont encore cette pratique. Et il n'est plus besoin de démontrer aujourd'hui que cette pratique est néfaste pour la santé de la jeune fille, de la mère et de l'enfant. Donc en tant qu'agent de santé, nous devrons tout faire pour lutter contre cette pratique et l'éliminer le plus tôt possible. Considérée comme une violation des droits humains, l'excision cause beaucoup de complications obstétricales à la femme, selon les spécialistes. Pour limiter le fléau, la synergie d'action entre les acteurs étatiques et non étatiques est sollicitée. La Guinée est un pays où les MGF sont très fréquentes, étant donné que la Guinée est le deuxième pays au monde le plus touché par ces MGF. Le premier pays, c'est la Somalie, le second, c'est la Guinée. Donc, il est important que ce genre de réunion se tienne à Conakry, mais ce n'est pas seulement pour les Guinéens, c'est pour les 20 pays qui constituent la SAGO. Nous, notre espoir, c'est d'outiller les prestataires de santé et avoir les moyens et le verbe nécessaire pour discuter avec les populations. Ce pré-congrès d'initiation à la sexologie et à la chirurgie préparatrice des mutilations génitales féminines va durer 2 jours. La rencontre va permettre aux participants d'acquérir les outils nécessaires au renforcement de la santé de la mère et de l'enfant. Et puis, tenu ce vendredi de la 4e édition du Forum des métiers de l'Agence de service civique d'action pour le développement ASCAD. C'est un rendez-vous d'échange sur les opportunités de formation de l'ASCAD. Le but est d'encourager les jeunes à apprendre les petits métiers selon les besoins des pourvoyeurs d'emploi. Martin Fansinadouno nous en dit plus. C'est le 4e forum des métiers de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Il réunit responsables de 7 institutions, chefs d'entreprise, partenaires techniques et financiers et autorités administratives. Il s'agit pour les gestionnaires de cette structure d'expliquer aux jeunes les opportunités de formation qu'offre l'ASCAD. Les attentes des pourvoyeurs d'emploi sont aussi recueillies. C'est une tribune ici de donner et de recevoir. Selon nous, ça nous permet non seulement de faire connaître ce que nous sommes en train de faire, mais ça permet aux entreprises partenaires aussi de venir chercher peut-être ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Notre plus-value, c'est ce savoir-faire, c'est le savoir-vivre. Le savoir-vivre, le savoir-être, nous, c'est ce que nous avons comme plus-value, c'est ce que nous vendons. Dans l'enceinte de la cour de cette école de seconde chance, les stands des entreprises partenaires attirent les visiteurs. Une exposition pour encourager les jeunes à embrasser les petits métiers. C'est une partie de leur option métallerie. Après là, ils viennent au palais, à l'atelier, au palais du peuple. On leur donne des cours de stage, soit 1 mois, 2 mois, ça dépend du délai avec lequel ils viennent. Donc c'est l'un de nos produits parmi tant d'autres. Les antivols, le portail, les grilles de clôture, les bureaux, les fauteuils. À l'occasion de cette rencontre, 308 nouveaux stagiaires récemment recrutés sont présentés au public. Les autorités saluent la stratégie de l'ASCAD. L'ASCAD est un outil qui participe à la promotion et à l'insertion des jeunes, lutte contre le chômage, contre la violence, contre l'immigration irrégulière, valorise la jeunesse guinéenne, renforce le tissu social, favorise le dialogue entre les militaires et les civils. Et tout ça, justement,
dans l'intérêt supérieur de la jeunesse et du pays. Pour encourager les cadres guinéens à s'impliquer davantage dans la lutte contre le chômage des jeunes, 2 responsables de l'ASCAD sont décorés. Une distinction pour saluer leurs efforts dans l'avancement de cette école. Sécurité routière à présent, les accidents de la route sont généralement causés par le manque de la visite technique des véhicules. Pour remédier à ce problème, une société de contrôle automobile et cyclomoteur vient d'être mise en place à Conakry. Elle va assurer le contrôle général des véhicules. Explication Alga Simba. Les accidents de la circulation font des victimes chaque année. Ils sont souvent causés par le manque de contrôle technique des véhicules. Pour réduire le phénomène, des services de contrôle technique automobile sont nécessaires dans le pays. D'où la mise en place de la société de contrôle technique automobile et cyclomoteur avec des équipements modernes. Elle permet un contrôle général des véhicules. Il y a des étapes qui sont là. D'abord, vous voyez un appareil qui est derrière. Et ça, c'est le banc qui nous permet de voir l'efficacité de freinage et la suspension. Après ça, au niveau de la plaque à geste, ici c'est un lieu où on contrôle le jeu d'articulation, le jeu de rotule, le jeu de tout ce qui peut amener, qui peut provoquer un accident sur un véhicule, ça se contrôle là. Parce que quand vous voyez ici, c'est là où il y a le rotule, c'est là où il y a le pivot, c'est là où il y a le cylindre bloc, c'est ici qu'il y a des amortisseurs, où tout est lié au système de la stabilité et qui donne la sécurité au véhicule. Après le contrôle général des véhicules, un procès verbal de contrôle est délivré au chauffeur. Il contient toutes les informations sur l'état technique du véhicule. Cette tablette remplace en fait le papier et le crayon pour le contrôleur. Une fois est fini, il valide. Quand il valide, les informations arrivent ici. Quand ils arrivent, l'opérateur de saisie qui est là, il a juste à imprimer un document qui est comme ça. Ce document-là, là-dessus, vous avez toutes les informations du véhicule, de celui qui a contrôlé le véhicule, la date du contrôle, la périodicité de contrôle technique et les défauts qui vont être énumérés ici. Si le contrôle est correct, il y a cette étiquette-là, vous voyez, ça se découpe. Ça, il y aura la date il y aura la durée de validité qui sera écrite ici. Il y a le code barre qui est là, qui correspond au PV. Donc c'est ça qu'on colle sur les véhicules. Et le PV là, le chauffeur, le propriétaire du véhicule le garde dans le véhicule. Installé depuis 8 ans, ce centre de contrôle automobile comprend 2 hangars. L'un a 2 lignes de véhicules légers et l'autre 2 lignes de poids lourds. Sa capacité d'accueil est de 80 voitures pour le premier compartiment et 40 gros porteurs pour le second, avec un parking de plusieurs superficies. Chaque conducteur n'est pas un technicien, il ne connaît pas forcément la mécanique, il ne se rend pas compte de l'état de son véhicule. Nous on est là pour le lui faire voir, en s'aidant des différents matériels qui sont là, et sans démonter, je précise bien qu'on ne démonte absolument rien sur un véhicule, juste à l'aide des appareils, on va déterminer quels sont les éléments de sécurité qui sont impérativement à remplacer. Ce centre pourrait permettre le suivi régulier et le contrôle technique des véhicules conformément aux normes et standards de la circulation routière. Une journée porte ouverte est prévue ce samedi pour toutes les voitures et gros porteurs. Justement, à propos de cette société, nous recevons sur ce plateau M. Diakité Abal. Il est le directeur général adjoint, en même temps directeur technique de Socotac. Bonsoir, M. Diakité. Bonsoir, madame. La Socotac est sur le terrain depuis 8 ans, mais pourquoi avoir mis tout ce temps pour démarrer les activités? Bonsoir. Et en fait, parce qu'il y avait au départ un blocage. Aujourd'hui, l'État... je crois que c'est tout le mérite qu'on peut dire, pour approuver ce décret, et il y a eu un décret. C'était quoi ce blocage? Il y avait un monopole
Il y avait un monopole qui bloquait tout le processus. Aucune autre société ne pouvait faire le contrôle technique en Guinée. Mais heureusement, depuis fin 2017, l'activité a été libéralisée. Et c'est à partir de là que nous avons obtenu un agrément en conformité. Et puis aujourd'hui, on est prêt à ouvrir nos portes à partir de lundi 26. Vous venez de lire, le gouvernement vient de rendre obligatoire la visite technique des véhicules. Mais quelle est cette nécessité? Alors, la vocation du contrôle technique, c'est d'améliorer la sécurité des automobilistes. Par la vérification des fonctions essentielles sur votre véhicule. Pour faire simple, votre véhicule, il y a beaucoup d'usure sur votre véhicule que vous ne voyez pas. Nous, on a des appareils de contrôle qui permettent de vous donner le taux d'usure de ces éléments-là. C'est le mode de prévention le plus efficace en termes d'accident. Qu'est-ce qui vous différencie des autres parce qu'ils font pareil aussi? Pour l'instant, juste être précis, on n'est pas un garage, on ne travaille pas comme les garages, on ne démonte rien sur votre véhicule, on ne remonte rien. Notre rôle, c'est de vérifier la conformité de votre véhicule. C'est pour ça qu'on l'a rendu obligatoire parce qu'on s'est rendu compte que ça réduit énormément les accidents de la route. Merci M. Diakité d'avoir passé sur ce plateau. Pour continuer, à présent, place à la rubrique Guinée en bref ou le résumé de l'actualité nationale commenté par Mamadou Alpha Baldé. Un des piliers du PN2S, la gestion et la protection des ressources naturelles sont de nos jours des priorités dans tous les États. La sensibilisation des masses populaires sur les questions environnementales est une des solutions pour l'émergence d'une société plus écologique. Pour accompagner le ministère de l'Environnement dans ses efforts de lutte contre les actions anthropiques, le PNUD renforce la cellule de communication du département. Pour faire connaître, n'est-ce pas, les activités de ce département, il faut bien des équipements de communication. Il est donc crucial que sa cellule de communication soit capable de monter en puissance, de développer des documentaires, de faire une édition de qualité, de documents stratégiques sur la biodiversité, la dégradation des terres, etc. Et c'est notre rôle d'accompagner ce ministère. Depuis 2012, la Guinée s'associe aux autres pays du monde pour mener la campagne appelée Orange Tous Unis contre les violences basées sur le genre. Les 16 jours d'activité sont initiés par le secrétaire général des Nations Unies. Cet événement est célébré depuis 1991 dans tous les États et pris de paix et de justice sociale. L'enquête nationale sur le VBG menée en République de Guinée en 2012 indique plusieurs types de violences, parmi lesquelles les violences sexuelles avec un taux de prévalence plus inquiétant chez les femmes, 29,3% contre 18,2% chez les hommes. Dongora est l'un des tout premiers quartiers de l'abbaye. Pour accélérer son développement et l'unité d'action entre ses habitants, fils et ressortissants, Dongora Solidarité est lancée. L'association démarre ses activités par cette ziara. Le Saint-Coran est lu plusieurs fois en la mémoire des hommes et femmes qui se sont illustrés pour le quartier. Dans les différents ghettos et ports artisanaux de Conakry, la croisade contre les vendeurs et consommateurs de drogue se renforce. Ici au port de Boussoura, de nombreuses baraques sont démantelées. L'opération est menée par une brigade mixte, police, gendarmerie et corps des conservateurs de la nature. Ce sont des produits incontrôlés. Tout ça, c'est le type de drogue et d'alcool frelaté qui s'attaquent aux organes vitaux et qui s'attaquent au système nerveux. Vous voyez ça? Il paraît que ça c'est le djinn. Ça c'est le djinn qui n'est pas contrôlé. Aucun service de contrôle de qualité dans ce pays ne te dira qu'il a un certificat délivré à propos de cela. Et tout le monde peut l'acheter car ça ne coûte absolument rien du tout. Vous voyez ce ballon? Ce ballon, c'est des milliers qui sont à l'intérieur de ce ballon. Le ballon que vous voyez comme ça. Des milliers.
Au chapitre éducation, 2 mois après l'ouverture des classes, l'on enregistre une avancée significative dans l'exécution des programmes. Dans les établissements sillonnés par nos reporters, élèves et enseignants s'activent à boucler les programmes avant les examens nationaux. Mohamed Saliouba. Au lycée 1er mars de Matam, le respect de l'heure et de rigueur. Il est 8 heures ce matin, chacun presse les pas pour ne pas rater les cours. Dans cette salle de sciences mathématiques, la journée commence par un cours de physique. Ici, une avancée est enregistrée dans l'exécution des programmes. Je suis au niveau des plans inclinés qui représentent au moins les 12,92% du programme. Dans toutes les écoles, maintenant là, aucun professeur ne peut dépasser la partie là. Avec le rythme normal d'évolution, la compréhension, tout, là, celui qui va lentement et sûrement ne peut pas dépasser les plans inclinés maintenant là. Plus loin, à l'école primaire de Madina 2, les cours se déroulent dans la sérénité. Dans cet établissement scolaire, depuis l'ouverture des classes, élèves et enseignants s'activent pour boucler les programmes avant les examens nationaux. Depuis le début de la rentrée scolaire, les enfants venaient massivement dans notre école. On n'a pas eu de problème pour la fréquentation des enfants à l'école. Ils venaient massivement. Vous voyez même la classe, ça se voit. On n'a pas moins de problèmes ici avec les élèves. Nous sommes à jour selon la répression du programme. Dans les différents établissements scolaires visités, un retour progressif des enseignants titulaires est enregistré. Partout, les encadreurs comptent maintenir le cap pour achever les programmes avant les examens nationaux. Sur la même lancée, d'autres établissements scolaires connaissent de plus en plus d'affluence des élèves et les cours s'effectuent normalement. Une mobilisation soutenue par le retour des enseignants titulaires qui étaient absents au début de l'année. Mamadi Terna Kamisoko a fait un tour au lycée Donka et au collège 2 de Bonfi. Suivez. Au lycée Donka, les jours de perturbation sont désormais derrière. Les cours se déroulent normalement dans l'établissement scolaire. Résultat d'un travail de fond de l'encadrement technique auprès des parents d'élèves et du corps enseignant. Ce jour, plus de 400 apprenants ont retrouvé leur enseignant titulaire. J'ai remodelé l'emploi du temps pour coller à la crise. Et sur ça, nous avons 9 enseignants titulaires qui devraient être là. Sur les 9, nous avons 7. Les contractuels également, nous devrions avoir 9. Sur les 9, nous avons également 7. Globalement, ça étudie malgré la petite perturbation qu'on a eue au départ, mais on l'a vite maîtrisé et Dieu merci, tout va bien. Même sentiment de satisfaction au collège de Bonfi. Ici, plus de la moitié des enseignants programmés sont en classe. On a 7 groupes pédagogiques, donc c'est 7 qui sont programmés. Sur les 7 programmés, ce matin on a pris 5 titulaires. Et on a mis 2 contractuels. Parce que depuis le début de cet événement, la sensibilisation n'a pas manqué chez nous. Nous les avons suffisamment sensibilisés. Et vraiment, c'est pourquoi tout va bien ici au collège de... La situation s'est nettement améliorée dans les écoles en dépit de quelques réserves. On note une avancée notable dans les programmes, surtout dans les classes d'examen. Ici, nous avons toutes les matières. On est là depuis, les enseignants viennent, ils nous enseignent normalement comme on veut. Qu'ils soient des enseignants titulaires ou des contractuels, nous, le plus important pour nous, c'est d'avoir des cours normaux. Donc là, on est en train d'avoir des bons professeurs et nous croyons qu'avec ceci, nous pouvons avoir le bac. Globalement, ça se passe très bien. On suit les cours en classe. Et puis, les élèves qui ne viennent pas à l'école, je les prie encore de venir à l'école pour assister les cours. Parce qu'une fois à la maison, c'est que tout ce que nous, on a vu en classe ici, eux n'ont pas vu ça. Ils sont en retard par rapport à nous. Nous sommes en avance. Donc, je leur prie de venir à l'école pour suivre les cours. Dans plusieurs établissements scolaires publics, la crise est progressivement surmontée. Élèves et enseignants se montrent engagés à la réussite de l'année scolaire. Enfin, sport, le Tour cycliste international de Guinée se poursuit à l'intérieur du pays. Ce vendredi, les 34 cyclistes sur 38 ont parcouru une distance de 104 km de route entre Mamou Pita au compte de la 3e étape. C'est un compte rendu d'Ablaï Diallo et Ablaï Kamara. Après le transportement de l'abbé à Pita, les cyclistes ont repris la route pour Mamou. C'est à 8h50 que le préfet de Pita a engagé les hostilités entre les 34 compétiteurs devant une foule en liesse.
pour une distance de 104 km à parcourir pour cette troisième étape. À l'issue du parcours, c'est le Burkinabé Bassirou Nikema qui s'est illustré en 3h26 minutes 17 secondes. La deuxième place a été remportée par l'Ivoirien Bassirou Conté qui a fait 3h26 minutes 25 secondes. Moussa Togola du Mali est arrivé troisième avec un temps de 3h26 minutes 25 secondes. Par contre, le maillot jaune est toujours conservé par le Malien Birama Koulibaly. Et Sidiki Kamara de la Guinée a fini cette troisième étape à la 8e place en 3h26 minutes 39 secondes. Au cours du trajet, on a enregistré 3 cas d'abandon et un accident. Il y a eu plus de peur que de mal. Et il y a eu le dossard 52 du Mali qui a eu une contusion au dos, plus multiples plaies au niveau des 2 genoux et au niveau des 2 coudes. Le deuxième cas, c'est un Guinéen, il s'agit du dossard 75 qui a eu une légère blessure au niveau du bras droit. Lui aussi va très bien. Pour le moment, ces 2 sont en observation. Et le troisième cas, c'est également un Malien. Il est dans l'ambulance. Il a eu une lésion profonde au niveau de son crâne. Et comme conduite tenue, j'ai fait 2 points de suture. Et on a fait l'attouchement et puis on a fait un bandage. Et lui aussi va très bien. C'est une chance pour la Guinée de commencer à abriter le tournoi cyclisme international. Et je crois que dans 2 ans ou 3 ans, avec cette ferveur, cet engouement, ce sport risque de rivaliser directement avec le football. La 4e et avant-dernière étape à Mamou Kindia sur une distance de 135 km est prévue ce samedi à partir de 8h. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain au compte de la grande édition de 13h. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de la RTG Coloma. Bonsoir.